Pour terminer la matière, il me reste à vous parler de deux premiers sur les échanges au niveau des solutés et de l'eau, impliquant les vaisseaux sanguins. Puis le dernier, on va regarder très rapidement les fonctions du système lymphatique, qui est un autre système circulatoire que vous devriez revoir plus en détail quand vous allez faire votre cours de microbiologie. Maintenant, ici, c'est une diapo qui n'est pas très détaillé. C'est un rappel de la dernière session, juste pour réactiver quelques connaissances, mais vous avez passé beaucoup de temps à la dernière session à étudier le déplacement des solutés. Et vous aviez étudié, entre autres, le transport passif, qui se faisait dans le sens du gradient, le transport actif, qui se faisait contre le gradient. Je ne reviens pas en détail sur ces mécanismes-là, donc que ce soit la diffusion simple, facilitée par transporteur, par canal, ou encore les transports actifs avec les pompes, ou encore avec les vésicules, endocytose ou exocytose. Donc les 5 principaux mécanismes avec les détails, vous avez déjà étudiés. J'imagine que c'est acquis pour vous, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Normalement, ça devrait l'être. Mais quand même, pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, pour comprendre la suite du cours, c'est le transport que vous avez étudié la session dernière, passif et actif. Bien, évidemment, c'est les transports moléculaires utilisés pour déplacer les molécules dans les capillaires avec les tissus. Donc, exemple, ici, j'ai un capillaire continu qui va alimenter l'organe. Souvenez-vous que toutes les cellules qui composent l'organe baignent dans un liquide, dans de l'eau, qu'on appelle le liquide interstitiel. À l'intérieur des vaisseaux sanguins, vous avez étudié le sang avec moi cette année, donc on parle de plasma. C'est de l'eau aussi essentiellement avec différentes molécules. La composition chimique du plasma et du liquide interstitiel, très similaire, beaucoup d'eau. Mais la composition de certaines molécules va changer. Exemple, il y a plus de protéines ici que dans le liquide interstitiel. Donc, des petites différences. Mais en gros, c'est pas mal la même chose. Maintenant, comment l'oxygène et les nutriments vont se déplacer vers les cellules de l'organe et comment les déchets vont revenir? Bien, comme je disais, il y a des transports passifs et actifs, mais généralement, on utilise beaucoup le transport passif. Et la loi de gradient, pour ceux qui ne se souviennent pas, je l'ai mis dans le rappel ici. Donc, à part de l'eau qui fonctionne complètement à l'envers de la logique et qui fonctionne par osmose, toutes les autres molécules vont suivre la loi de gradient. Et ça, c'est très important de comprendre parce que souvent, vous mélangez les deux. Alors moi, le truc que je donne tout le temps aux étudiants en Bio 1, puis c'est encore vrai cette année en Bio 2, gardez en tête cette question. Est-ce que c'est un mouvement d'eau que je parle ou c'est un mouvement de molécules solides? Donc, quand on parle de molécules solides, c'est des solutés. Ça peut être des ions, sodium, des sels, du chlore, des acides aminés, du glucose, peu importe. J'ai parlé de molécules solides, mais on peut dire aussi gazeuses avec l'oxygène et le CO2. Donc, aussitôt que vous êtes avec des gaz respiratoires ou des molécules solides, on utilise la loi de gradient qui est dans l'encadré. Alors, la question que je vous disais, est-ce que c'est des molécules solides, solutées ou gazeuses? Et si oui, c'est cette diapo qui l'emporte. Et sinon, si c'est un déplacement d'eau, là, on va parler d'osmose, on en reparlera tantôt, puis on va l'étudier très en détail avec le système urinaire aussi. Donc, ça, c'est le truc que je vous donne pour mélanger les deux lois. Maintenant, quand on est dans les capillaires, ce qui est le sujet du cours d'aujourd'hui, évidemment, je dois faire des échanges. Et comme c'est un échange d'oxygène ou de glucose, de nutriments, on suit la loi de gradient qui dit tout simplement qu'on va toujours aller de l'endroit où il y a le plus de molécules solutées ou gazeuses vers l'endroit où il y en a le moins. Et on va permettre ce déplacement-là jusqu'à temps qu'on a une quantité à peu près équivalente de part et d'autre. Donc, exemple, si j'ai 5 molécules à gauche, 5 à droite, il n'y en a pas de déplacement. Mais ici, si j'en ai plus, exemple, si j'en ai 6 ici, puis j'en ai 3, le 6, il y en a plus que 3, donc c'est plus concentré qu'ici. OK, donc il y en a plus que 3, ça veut dire qu'on s'en va dans ce sens-là. Puis si j'en avais 31 de ce côté-là, bon, il irait dans le sens inverse, évidemment. Toujours le plus gros qui l'emporte. C'est suffisant de comprendre le cours. Je rajoute un détail pour ceux qui veulent comprendre, puis c'est pas nécessaire de le maîtriser. Donc, ceux qui veulent pas, vous pouvez oublier ça, mais des fois, ça achale les gens. J'ai toujours 2-3 étudiants dans la classe qui disent « Oh, mais pourquoi? Comment ça s'explique? » Bien, je ne demanderai jamais ça à l'examen, mais c'est simplement un truc chimique. Les molécules, qu'ils soient gazeuses, solides ou liquides, c'est vrai, sont toujours en mouvement. C'est vrai qu'une molécule gazeuse a un mouvement plus important qu'une molécule solide, mais même les molécules solides ont un certain mouvement. Et ils vont se cogner ensemble. Donc, évidemment, plus qu'il y a de cellules, plus que l'échange de collisions va être fort. Et si les deux molécules se frappent comme ça, ils vont se repousser
de part et d'autre. Donc, moins qu'une molécule, si j'en fais une ici, l'autre là et celle-ci, les chances de collision sont très faibles. Donc, ils ne se déplacent pas vraiment. Ou ils vont se déplacer, mais moins que l'endroit où il y en a beaucoup. Parce que là, ici, j'en ai des millions, un à côté de l'autre. C'est sûr que les collisions vont être très fortes. Donc, ils vont se répandre vers les endroits où il y en a le moins, tout simplement. C'est pour ça qu'on va toujours du plus concentré vers le moins, tout simplement. Donc, c'est pour vous aider à retenir la loi. Puis, si ça ne vous aide pas, vous oubliez ça, c'est pas grave. Donc, c'est un détail supplémentaire. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que les molécules gazeuses ou solides s'en vont du plus concentré vers le moins. Donc, si je reviens au capillaire, vos cellules ici du cerveau, des muscles, peu importe l'organe, ont besoin d'oxygène. Alors, la vie est bien faite parce que quand vous venez d'inspirer, j'ai beaucoup de molécules d'oxygène ici. J'ai beaucoup plus d'oxygène dans le sang artériel qui arrive dans le capillaire que ce que je vais retrouver dans le liquide interstitiel ou dans le liquide ou dans les cellules. Donc, je donne des chiffres au hasard, mais si l'oxygène, et ce que je dis pour l'oxygène, c'est vrai pour le glucose, c'est vrai pour les nutriments. Donc, le sang artériel est riche en nutriments également. Mais si je vais avec le glucose, puis je vous dis qu'il y a 50 oxygènes ici, ou 50 molécules de glucose, peu importe, 50 molécules, et je compare avec l'oxygène dans le liquide interstitiel, j'en ai 4, bien, le plus gros l'emporte selon la loi de diffusion. Donc, l'oxygène va spontanément quitter le capillaire, s'en aller dans le liquide interstitiel. Puis, si, exemple, j'ai 4 molécules d'oxygène ici aussi, donc il n'y a pas de déplacement entre les cellules et le liquide interstitiel, mais pendant que je fais mon mouvement de 50, par exemple, si là je passe à 40 molécules ici d'oxygène, c'est plus gros, donc j'en ai plus, 40 c'est plus gros que 4, on s'en va spontanément vers les cellules. Donc, c'est de cette façon-là que l'oxygène ou les nutriments vont se déplacer du capillaire vers le liquide interstitiel. Et ensuite, quand le liquide interstitiel va devenir plus concentré que les cellules, bien là, on va permettre l'entrée des molécules vers les cellules d'organes. Et c'est comme ça qu'on va les alimenter. Le jour où la concentration des molécules est inversée, et c'est pas vrai, mais si je vous disais, exemple, à moins que vous ayez un problème de santé, mais si vous êtes en santé, c'est pas vrai. Si je vous disais qu'il y a 3 oxygènes ici et 40 dans la cellule, bien là, selon la loi de diffusion, la loi de gradient, qu'est-ce qui va arriver? Bien, le plus gros l'emporte. Donc, j'en ai plus en dedans. Spontanément, l'oxygène s'en va dans le sens inverse. Donc, vos cellules vont se vider d'oxygène. Évidemment, c'est une condition qui, si ce n'est pas réglé, on sera mort. Okay? Donc, évidemment, on ne veut pas ça. Mais c'est une loi très simple, finalement, qui permet le déplacement des solutés. Puis le CO2, ben, c'est la même logique, sauf en sens inverse. Les cellules ont déjà l'oxygène et les nutriments de la manière que je vous décris. Donc, l'oxygène quitte comme ça les capillaires. Qu'est-ce qu'elles font, les cellules, ensuite de l'organe? Comme toutes les cellules de votre corps, on utilise l'oxygène et les nutriments pour faire de l'ATP, donc de l'énergie. Mais en même temps, on va produire des déchets. On va produire de l'eau, de la chaleur, de l'ATP, mais aussi des déchets comme le CO2. Ça, c'est la respiration cellulaire, vous avez déjà étudié. Et les déchets ou le CO2 qui ont été produits par le métabolisme des cellules fait en sorte qu'éventuellement, on va être beaucoup plus concentré en CO2 ou en déchets dans la cellule. Le jour que la concentration de CO2, exemple, dépasse la concentration de liquide interstitiel, donc on va toujours du plus vers le moins concentré, le CO2 s'en vient ici. Et quand le CO2 va s'accumuler dans le liquide interstitiel et que ça va dépasser la concentration du capillaire, le CO2 retourne dans le capillaire. Donc, c'est tout simplement la loi de diffusion comme ça qui va permettre les échanges entre le capillaire et l'organe que je vais alimenter. Ça explique aussi comment je récupère les déchets. Ça, c'est pour le déplacement des gaz respiratoires ou des molécules solides que j'appelle de soluté, donc glucose, acide aminé, lipides, peu importe. On a aussi du transport actif, donc exemple, le transport vésiculaire. On peut faire des vésicules, l'exocytose pour expulser à l'extérieur de la cellule. Ici, c'est l'intérieur de la cellule. Donc, on peut expulser à l'aide de vésicules des substances chimiques à l'extérieur. On peut les incorporer vers l'intérieur aussi. C'est du bio-1 aussi. La seule chose, le transport actif, on va contre le gradient. Donc, si jamais, ça veut dire qu'au lieu d'aller du plus vers le moins concentré, on ira en sens inverse. Donc, si vous voulez aller en sens inverse, c'est possible. Ça me prend des transports particuliers qu'on appelle les transports actifs, comme les vésicules. Sauf qu'à chaque fois que je vais utiliser le transport actif, il y a un coût énergétique. Ça coûte de l'ATP. Alors que le transport passif, ça ne coûte aucune énergie, ça se fait gratuitement. Donc, ça, c'est une petite révision de Bio 1, mais il faut quand même garder ça en tête parce que ça explique les échanges comme ça avec les capillaires. Maintenant, ce qui va être plus nouveau et très important pour le cours, c'est le déplacement d'eau.
On va en parler beaucoup dans la session, pas juste en cardiovasculaire, on va en parler dans le système urinaire beaucoup. On va revenir aussi avec les équilibres, tout ça. Donc, c'est une notion de base et ça revient beaucoup en soins infirmiers aussi. Vous allez voir que ces déplacements d'eau vont expliquer beaucoup de problèmes pathologiques qu'on va discuter au cours de la session. Donc, la question que je vous disais tantôt, toujours vous demander en problème d'examen, exemple, dans une situation de vie courante, OK, c'est-tu des solutés qu'on parle, des gaz respiratoires, de l'eau? Les solutés, j'ai réglé ça à la dernière diapo. Maintenant, si vous arrivez à la conclusion que non, là, c'est un déplacement d'eau, il y a deux facteurs qui permettent de déplacer l'eau. Donc, c'est vrai au niveau des capillaires également. Ici, j'ai un capillaire avec le sang. Puis ici, j'ai le liquide interstitiel. Je vais écrire LIN pour le liquide interstitiel avec les cellules, un petit peu comme le schéma de tantôt. Là, je vous ai expliqué par la loi de Grandien, on peut déplacer oxygène, nutriments ou CO2. Mais là, je vais vous expliquer comment l'eau dans le plasma peut aller vers le liquide interstitiel ou revenir. Donc, ce n'est pas juste des échanges entre les capillaires et les organes au niveau des molécules solides ou gazeuses, mais il y a aussi un échange d'eau. Le problème, c'est que l'eau fonctionne à l'envers. Là, on va se déplacer vraiment l'eau vers le plus concentré. Donc ça, c'est vraiment par cœur, vous n'avez pas le choix, c'est la loi de la loi. L'eau vers le plus concentré, osmose. Ça va vous dépanner dans beaucoup de problèmes au cours de la session, puis peut-être même après, comme ça, vous allez être en soins. Donc ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Maintenant, il y a deux pressions deux forces différentes, il y en a juste deux, qui vont permettre la sortie de l'eau du capillaire vers le liquide interstitiel, au contraire, la rentrée de liquide. Et ces pressions, c'est soit la pression osmotique ou la pression hydrostatique. La pression hydrostatique, c'est une force exercée par un liquide. Donc, essentiellement, c'est de l'eau, c'est le plasma sanguin ou peu importe. Donc, c'est une force associée à un liquide. Et comme vous êtes un être d'eau, hein, les humains, on est constitués à 60-70% d'eau, bien, essentiellement, la pression hydrostatique, c'est la pression associée à l'eau. Que l'eau se retrouve dans le sang, puis qu'on appelle ça du plasma, ou pression sanguine. La pression sanguine, c'est une pression hydrostatique, c'est la pression du sang. Ça peut être une pression du liquide cérébrospinal à l'intérieur de la moelle épinière ou du cerveau. C'est un autre liquide. À l'intérieur de votre vessie, c'est de l'urine, c'est essentiellement de l'eau, donc la pression hydrostatique de l'urine. Donc, c'est une pression de liquide, mais généralement, c'est de l'eau. Hein. Ça change de nom selon l'endroit du corps où vous vous retrouvez, mais c'est toujours la même chose. Ce qui est important de distinguer, parce que A et B, vous allez les mélanger avec le temps, peut-être pas aujourd'hui, mais avec des exercices ou de la pratique, à un moment donné, ça devient mélangé un petit peu. Donc ici, la pression hydrostatique est toujours associée à un volume, une quantité de liquide. C'est ça qui est important de comprendre. Alors que B, c'est autre chose, c'est une concentration de solide. Alors je m'explique. Pression hydrostatique, votre premier réflexe, quand vous voyez ce terme-là, dites-vous que c'est une variation de quantité de liquide, de volume d'eau. Je vous donne un exemple. Si je dessine un vaisseau sanguin, mettons capillaire, une veine, une artère, ça n'a pas d'importance, et qui a le même diamètre. Okay? Donc, le vaisseau A, le vaisseau A, B, mettons situation B, mais c'est le même vaisseau, même diamètre, même grosseur. Donc, situation A, situation B. Et là, je vous dis que le volume de liquide va varier. Dans A, j'ai 10 ml de sang, puis dans B, j'ai 50 ml de sang pour un vaisseau de la même taille. Je peux dire que la pression hydrostatique en A n'est pas la même qu'en B. Je peux dire qu'en B, la pression hydrostatique est 5 fois plus élevée, 5 fois plus de liquide. Et là, la question que je vous demande, à votre avis, la pression hydrostatique, donc la pression hydrostatique, c'est comme la pression artérielle, la pression du liquide, c'est la force exercée sur la paroi du vaisseau. Donc, si le vaisseau est vide, il n'y a pas de pression, mais si j'ai 10 ml, il y a une certaine pression, le liquide va pousser sur la paroi. Est-ce que vous pensez, voici la question, est-ce que vous pensez que la pression est plus forte en A ou en B? Évidemment, la pression va être plus forte en B. Pourquoi? Parce que j'ai plus de liquide pour le même espace, donc ça va pousser beaucoup plus fort sur la paroi ici. Autrement dit, plus que de liquide, ou si vous préférez, plus que la pression hydrostatique est forte, plus que ça pousse fort, plus que la pression est élevée. Et en quoi c'est important? Bien, je prends de l'avance sur la prochaine diapo, puis je vais vous la réexpliquer une deuxième fois, au risque de me répéter, juste pour que ça soit plus clair, mais évidemment, si je reprends le dessin ici, okay, et que je regarde les échanges, parce que dans le fond, ce qu'on constate, c'est de comprendre les échanges entre les capillaires et les organes. Donc, quand je suis dans un point de vue de liquide, il y a deux forces. La première, c'est la pression hydrostatique. Je vais écrire pH ici, donc dans le sang, dans le capillaire, et je vais la comparer avec une pression hydrostatique
dans le liquide interstitiel qui compose les cellules. Et là, si la pression hydrostatique dans le vaisseau sanguin, dans le capillaire, est égale avec la pression hydrostatique du liquide interstitiel, il n'y a pas de déplacement de liquide. Donc, le sang, techniquement, le liquide, le plasma, resterait coincé dans le capillaire. Et là, je n'irai pas avec les pressions sont exprimées en millimètres de mercure. Donc, ce que je vais dire est faux. Je vais y aller avec des volumes. Donc, je ne dis pas qu'une pression est égale à 5 millilitres, mais j'y vais avec des volumes parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre et ça nous permet de ne pas se mêler avec la deuxième force de pression osmotique. Exemple, si ici, je vous dis qu'on a une pression de 5... En fait, je me suis mal expliqué. Exemple, j'ai 5 millilitres de sang qui sont dans le capillaire, qui exercent une certaine pression hydrostatique ici, que j'ai marqué C pour capillaire. Puis ici, j'ai une pression, j'ai marqué L pour liquide interstitiel, j'ai une certaine pression hydrostatique, donc une certaine force associée à l'eau, au liquide interstitiel. Puis là, je vous dis, exemple, j'ai 2 millilitres ici de liquide interstitiel. C'est pas égal, donc il va y avoir un mouvement. Et ce que vous faites pour comprendre le mouvement de liquide, est-ce qu'il va sortir ou rentrer, vous comparez toujours vos pressions ou vos volumes. Si la pression hydrostatique est plus forte ici, c'est toujours la pression la plus forte qui l'emporte sur la pression la plus faible. Ça, c'est vrai pour les pressions gazeuses au niveau des poumons, pression artérielle. C'est une logique de base. Et comment vous allez retenir ça? C'est simple. Imaginez-vous que vous luttez contre quelqu'un devant vous et que la personne est beaucoup plus forte. Par exemple, vous avez les mains sur ses épaules, puis la personne en avant de vous aussi, puis vous poussez ses épaules. Le plus fort fait reculer l'autre. Donc, si vous êtes plus fort que la personne devant vous, vous allez faire reculer votre adversaire. Si l'adversaire est plus fort, c'est vous qui allez reculer, et si vous êtes à force égale, ça ne bouge pas. Les deux individus, dans mon exemple, représentent les deux forces hydrostatiques. Alors, si la pression hydrostatique dans le capillaire est plus forte qu'à l'extérieur, le plus fort l'emporte. Ça va sortir le liquide. Et comment vous déterminez ça? Bien, j'ai un volume de 5 millilitres, donc une certaine pression. Ici, j'ai un peu moins de liquide, donc la pression va être un peu plus faible. Le plus fort l'emporte sur le plus faible, donc le plus fort est ici, le plus faible est ici, le plus fort l'emporte. Si au contraire, j'ai 20 millilitres ici, puis j'ai une pression qui est, exemple, je ne sais pas, 4 fois plus élevée à l'extérieur qu'à l'intérieur, le plus fort l'emporte, le liquide va rentrer. Donc, littéralement, l'eau dans le liquide interstitiel entre dans le capillaire. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer tranquillement, pas vite, et je vais y revenir, inquiétez-vous pas, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que comment on peut expliquer le déplacement d'eau d'un capillaire vers les cellules, vers le liquide interstitiel, donc vers les tissus, ou comment on peut expliquer le déplacement du liquide interstitiel vers les vaisseaux? Bien, une façon d'expliquer, il y en a deux, mais une façon d'expliquer, c'est la pression hydrostatique. Donc, la pression associée à un volume de liquide, et plus que j'ai du liquide, plus la pression est forte, et plus que la pression est forte, bien, on l'emporte toujours sa plus faible. Si les deux pressions sont égales, puis j'ai du vin partout, il n'y a pas de mouvement. Mais où ça pousse le plus fort, ça va orienter le déplacement du liquide d'un sens ou l'autre. Okay? Donc, ça va permettre les échanges de liquide comme ça. Ça, c'est un facteur qu'il faut considérer. L'autre facteur qu'il faut considérer, c'est la pression osmotique. Alors là, il faut faire très attention, c'est un autre facteur. Quand je vous disais que la pression hydrostatique est associée à un volume de liquide qui augmente ou qui baisse, parfait. L'autre facteur qu'il faut garder en tête, c'est une concentration. Donc, la pression osmotique est plus associée à une concentration. Ça veut dire un rapport entre la quantité de molécules solides dans son solvant. Donc, exemple, si je fais un verre d'eau, puis je mets du sucre dedans, je sais pas, je me prépare une limonade, je sais pas trop, puis je rajoute du sucre. Parfait. Là, je vous dis que j'ai 100 ml d'eau dans mon verre. Ça, c'est un volume, une certaine pression hydrostatique, mais là, c'est pas ça que je vous parle en B. C'est une concentration. Donc, sur 100 ml, mettons mon verre A, je mets 10 grammes de sucre. Donc, j'ai 10 grammes de sucre par 100 ml d'eau dans mon verre. Et si je prends le verre B, toujours pour 100 ml, je mets 50 grammes. Tout le monde comprend que 50 grammes par 100 ml, c'est plus concentré que 10. C'est 5 fois plus concentré. Donc, cette concentration-là est plus élevée. Et la pression osmotique, en fait,
c'est associé aux molécules aussi. Plus que j'ai une molécule solide, donc exemple ici, chaque molécule exerce une certaine pression sur la molécule voisine. C'est ça la pression osmotique. Mais évidemment, si j'ai juste 2 molécules, ben, j'ai un petit peu de pression osmotique. Mais si j'en ai 10 fois plus, ben, j'ai 10 fois plus de monde qui pousse. Donc 10 fois plus de molécules, ça fait 10 fois plus de pression. C'est pour ça que je prends un raccourci scientifique. Ce que je viens de vous dire, c'est la vraie notion scientifique de la pression osmotique. Mais pour des infirmiers et infirmières, on peut tricher un petit peu, même si je ne devrais pas vous dire ça. Quelqu'un qui me dit que la pression osmotique, c'est relié à la concentration, c'est ce que j'ai dit en fait, mais c'est vrai. Moi, je peux dire ici que la PO, la pression osmotique, est plus forte que ici. J'ai plus de molécules, donc ça pousse plus fort, chaque molécule pousse plus fort. Mais en même temps, quelqu'un me dirait, ouais, ben c'est parce que c'est plus concentré ici en A qu'en B, exemple. Vous avez tout à fait raison. Donc, si je reviens à l'exemple de mes verres de limonade, le verre B qui contient 50 grammes par 100 ml est plus concentré. Donc, la PO, la pression osmotique, est plus forte ici qu'en A. Pourquoi? Parce que pour le même volume de sang, j'ai 5 fois plus de molécules. C'est plus concentré, la pression osmotique est plus élevée. Et là, vous remplacez le mot verre d'eau par capillaire. Donc, ça, c'est A, au lieu d'un verre, c'est un vaisseau sanguin. Puis au lieu de l'eau, c'est du plasma, c'est du sang. Et c'est la même logique. Pourquoi je vous achale avec les concentrations? Parce que l'eau, par osmose, va toujours se déplacer vers le plus concentré. Et c'est la même logique. Si le liquide interstitiel qui contient les cellules, j'ai une concentration de 0,9%. Donc, si je considère toutes les molécules qui sont présentes dans le liquide interstitiel, dans l'eau du liquide interstitiel, glucose, acide aminé, acide gras, peu importe, et je compare l'ensemble des molécules ici, je fais le total dans le plasma sanguin, parce qu'évidemment, c'est le capillaire ici. Concentration égale 0,9, 0,9, ben, il n'y a pas de déplacement, les concentrations sont égales. Puis là, je travaille en pourcent, ici, je travaille en ratio, mais c'est la même chose. 10 grammes par 100 ml, c'est une solution de 10%, exemple. Okay? Donc, c'est à peu près la même chose, c'est pas important. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que je veux dire? C'est de comprendre qu'il y a une différence de concentration. Si au lieu de 0,9%, dans mon vaisseau sanguin, j'ai 3%, manger beaucoup de sel, 3%. L'eau va se déplacer comment? L'eau va toujours vers le plus gros, le plus concentré. Donc, je compare les deux concentrations. 3, c'est plus gros que 0,9. L'eau va quitter le liquide interstitiel et va entrer dans les vaisseaux sanguins. C'est pour ça qu'on vous dit que le sel, ça augmente la pression artérielle. Parce que le liquide, en fait, les tissus se déshydratent, le liquide interstitiel entre ici, et là, ça augmente la quantité de liquide à l'intérieur du vaisseau, ça pousse plus fort, la pression artérielle augmente. Et souvent, vous allez entendre parler d'édème, vous allez étudier différentes conditions pathologiques qui font de l'édème. L'édème, c'est quoi? C'est une infiltration de liquide dans les tissus. Il y a plusieurs causes, mais ça peut être un débalancement osmotique. Si, au contraire, au lieu de 0,9, ou en fait, je vais le laisser à 0,9, mais regardez ce qui se passe. Vous êtes, pour X raison, vous avez sauté 2-3 repas, vous êtes en hypoglycémie, en hyponatrémie, à peu près hypo de tout. Votre concentration sanguine en termes de nutriments diminue à 0,5. Donc, d'un point de vue de pression osmotique, quelle concentration est la plus forte? Quel chiffre est le plus gros? 0,9% ou 0,5? 0,9, c'est plus gros que 0,5. Alors, dans ce cas-là, l'eau se déplace vers le plus concentré. Littéralement, le plasma sanguin va fuir, va faire une fuite vers les tissus. Et dans ce cas-ci, il y a accumulation de liquide en fait, le plasma s'accumule dans le liquide interstitiel, ce qui va faire des enflures, infiltration de liquide dans les tissus, ce qu'on appelle l'édème, tout simplement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de donner une soluté hypertonique pour remonter la concentration ici. Vous allez empêcher la fuite comme ça de liquide. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra éventuellement. Là, je vais un petit peu trop vite. Donc, j'ai dit beaucoup de choses. Je sais que ça peut être mélangeant. On va revoir ça dans les prochaines diapos, puis au cours de la session, mais pour l'instant, quand vous allez étudier à tête reposée, vous n'aurez pas le choix, là, parce que là, je vous garoche ça d'une manière, mais quand vous allez étudier, là, tout ce que je veux que vous fassiez pour l'instant, je donne beaucoup de détails, mais les 2 détails de base que vous devez garder absolument clairs dans votre tête, c'est ceux-ci. Pour orienter le déplacement de liquide à l'extérieur des capillaires ou vers l'intérieur des capillaires, il y a 2 forces.
une pression hydrostatique qui est associée à un volume de liquide. Donc, plus qu'il va avoir un volume important, 5 ml, 100 ml, 300 ml, plus la pression hydrostatique est forte. Et la pression hydrostatique, c'est celui qui pousse le plus fort qui l'emporte sur le plus faible. Donc, plus la pression hydrostatique associée au liquide est forte, ben, on va du plus fort vers le plus faible. C'est ce qui oriente votre déplacement. Puis l'autre force, c'est la pression osmotique. Donc là, on parle d'osmose, et là, on est en termes de concentration. Alors, tu fais attention, parce qu'on n'est plus dans un volume, on est dans une concentration. Et la concentration, plus que c'est concentré, l'eau va toujours se déplacer vers l'endroit le plus concentré. C'est l'autre force. Et c'est comme ça que je veux que vous le réfléchissiez, et de façon indépendante, comme s'il n'y avait jamais d'effet entre A et B. Ce qui est faux, mais dans mon cours, il n'y aura jamais d'effet entre A et B, ou très peu. Pourquoi je dis ça? Bien parce qu'évidemment, et là je rouvre une parenthèse, et je ne veux pas vous mélanger, mais il y a des gens qui vont penser comme ça, et ils sont très brillants, ils ont raison, mais je ne veux pas aller là. Je vous explique. Évidemment, si j'ai un jeu de liquide, un déplacement de liquide qui se déplace ici, pression hydrostatique, pH qui est plus fort, ça fait sortir le liquide en dehors des vaisseaux, bien évidemment, ça peut concentrer ici. Si je perds du liquide, au lieu de 100 ml, je tombe à 20 ml, ça change ma concentration. Donc là, la concentration devient plus élevée, donc la pression osmotique va avoir un autre effet, puis là, ça devient extrêmement mélangeant. Ce qui n'arrivera jamais dans mon cours, même si ça reflète, en fait, la vraie vie, ça serait plus ça. Mais pour l'instant, on va toujours distinguer les deux de façon indépendante. Donc, quand vous lisez un problème, un exercice, où je vous dis que la personne est déshydratée, manque de liquide, comment ça oriente? Bien, l'idée de manquer de liquide, ça vous oriente sur un volume, donc pression hydrostatique. Stéphane a mangé trop de chips, son sang est très riche en sel, sa concentration est élevée, ça vous oriente vers un problème d'osmose. Vous devez être attentif au texte français pour vous pister dans le problème. Okay? Donc ça, c'est le truc que je vous donne. Et si vous faites ça, vous allez voir, c'est très simple. Par la suite, vous ne mêlez pas. Maintenant, pour continuer, j'ai le capillaire, ici j'ai le liquide interstitiel. Deux mots extrêmement importants qu'on va utiliser, un peu en cardio, beaucoup en urinaire, filtration et réabsorption. En fait, la définition biologique, c'est le mouvement du liquide. Donc, une fois que j'ai considéré la pression osmotique, la pression hydrostatique, et je regarde tout ça, je vais arriver à une conclusion à dire, bien, le liquide, finalement, fait en sorte qu'il va sortir des capillaires vers le liquide interstitiel pour alimenter les cellules, exemple. Ça, c'est de la filtration. Donc, c'est une expulsion du liquide des vaisseaux sanguins vers les tissus. Mais quand on dit réabsorption, c'est le mouvement inverse. Le liquide va entrer vers les capillaires. Donc, le jeu de pression, que ce soit osmotique ou hydrostatique, favorise l'entrée du liquide interstitiel vers les capillaires ou les vaisseaux sanguins. Donc là, on parle de réabsorption. Alors, c'est simple comme définition, mais il ne faut pas les mélanger. Donc, toujours se demander si on sort du capillaire, filtration, ou si on entre dans le capillaire, réabsorption. Maintenant, la question à 100 $. Vous avez compris, avec mes explications précédentes, que finalement, si on veut savoir ça rentre ou ça sort, bien, il faut regarder l'ensemble des pressions hydrostatiques puis osmotiques. Et c'est là que ça devient mélangeant parce qu'en fait, il y a deux forces, mais il y a 4 situations possibles. Alors, ce que je vous montre ici, c'est que les forces en vert vont favoriser la filtration, donc favorise la sortie de liquide ici. Alors que les forces en rouge vont favoriser l'entrée de liquide dans le capillaire, la réabsorption. Et pourquoi je dis qu'il y a comme 4 forces? Ben, en fait, tu as 2 pressions osmotiques, tu as 2 pressions hydrostatiques. J'ai la PO, exemple, qui est dans le sang ici, et j'ai la pression hydrostatique dans le liquide interstitiel. Mais j'ai aussi une pression hydrostatique dans le sang, et j'ai aussi une pression osmotique dans le liquide interstitiel. Autrement dit, je compare les 2 pressions osmotiques ici, savoir laquelle est plus concentrée, donc pression osmotique du sang versus la pression osmotique du liquide interstitiel. Et j'ai les 2 pressions hydrostatiques ici, pression hydrostatique du sang à l'intérieur du vaisseau versus la pression associée au volume de liquide dans le liquide interstitiel. Donc, j'ai 2 forces, mais 4 endroits. Et là, c'est là que ça devient compliqué de savoir, bien, si je vous dis, exemple, j'augmente la pression hydrostatique du liquide, mais je baisse la pression osmotique sanguine, je baisse la pression hydrostatique du liquide, du sang, puis j'augmente celle du liquide interstitiel. Ça filtre, ça réabsorbe. Donc, c'est pratiquement impossible à réfléchir. Et c'est là qu'on va avoir une petite formule très simple qui, dans mes mots à moi, c'est de faire un budget.
faire un budget, maintenant, vous avez 2 emplois, puis dans les vacances, vous partez à Cuba, puis vous achetez une nouvelle voiture. Bon, ben, vous avez 2 rentrées d'argent, 2 dépenses. Est-ce qu'il vous en reste? Si vous en reste pas, ben, vous allez compter mes dépenses totales, je sais pas, dans le mois versus mes rentrées d'argent dans le mois, puis on regarde si ça balance. Puis si vous en avez de plus, ben, vous avez fait de l'argent, vous en avez moins, vous êtes endetté. C'est exactement ça qu'on va faire. On va faire un budget de force. La formule qui a l'air extrêmement complexe est en fait un budget et on va finir par calculer une pression nette. En fait, la PNF, c'est tout simplement la pression nette de filtration. Et cette PNF, cette pression nette de filtration, c'est comme faire le budget. Et là, il y a une valeur magique que je vous demande de retenir par cœur, malheureusement. On n'en parlera pas beaucoup, cette valeur-là. Je peux la ramener à l'examen, mais peut-être sur une question, mais vous allez voir, elle va retenir beaucoup dans le système urinaire, mais c'est pas grave, je vous demande de la retenir. 10 mm de mercure. Hein? Millimètre de mercure, c'est une unité de pression. Les mètres pour la longueur, Celsius pour la température, bien, millimètre de mercure, c'est pour mesurer une force. Donc, plus le chiffre est gros en millimètres de mercure, plus la pression est faible. Si votre PNF est égal, donc si votre pression nette de filtration à 10 et plus, ça filtre. C'est le chiffre magique. Vous avez fait votre budget, votre calcul, vous arrivez à 10, 10.1, 11, 20, 100, ça filtre. Donc, le liquide va sortir des capillaires. Mais si votre calcul vous permet d'arriver à 10 et moins, on réabsorbe. Donc, c'est 10 la valeur seuil. Réabsorption, le liquide quitte le liquide interstitiel pour entrer dans le capillaire. Et ça veut dire que votre calcul arrive à 9.9. C'est trop faible, ça va réabsorber. Moins 5, 0, 3, 4, 2, peu importe la valeur que vous calculez, si je suis inférieur à 10 pour la PNF, pression nette de filtration, ça ne peut plus filtrer. La pression totale, le budget total est trop faible, ce n'est pas assez fort pour expulser le liquide. Et c'est comme ça qu'on va arriver à tenir en compte les impacts des 4 forces en même temps. Que si celle-ci monte ou baisse, si la prochaine monte ou baisse, donc peu importe leur variation, il y en a une qui reste stable, il y en a 3 qui montent, il y en a 2 qui montent, peu importe, il y en a 2 qui baissent. Peu importe les 4, avec la formule que je vais vous présenter, vous allez être capable de faire le budget total, et une fois que vous arrivez avec votre calcul, vous avez juste à regarder 10. C'est 10 et plus, ça file, 10 et moins, ça réabsorbe. L'autre chose que je vous demande, on en reparlera tantôt, en fait, mais rapidement, pourquoi j'ai mis les 2 forces qui favorisent la filtration? Bien, c'est juste, en fait, c'est les explications que j'ai faites à la dernière diapo qui vous permettent de réaliser. Fait que c'est pas juste d'appliquer une formule par cœur, c'est de comprendre un petit peu pourquoi ici que la pression osmotique du liquide ou la pression hydrostatique l'emporte, pas l'emporte, mais favorise la filtration et la réabsorption. Et je veux que vous soyez capable de le réfléchir, parce que c'est l'autre genre de question que je peux vous demander à l'examen ou dans le cours. Je peux vous demander de faire un calcul pour calculer la PNF, ce que je vous montre aux prochaines diapos, mais je peux également vous montrer comment on fait pour, comment on fait pour réfléchir un seul facteur à la fois. Je pourrais vous dire, exemple, si j'augmente la pression osmotique du liquide interstitiel, qu'est-ce que ça fait? Réabsorbe ou filtre? Et quand je vous dis ça, il faut prendre pour acquis que si j'en fais varier un, les 3 autres ne bougent pas. Donc, mis à part le calcul de la PNF avec la formule que je vous présenterai bientôt, là, on fait varier les 4. Si c'est une situation de réflexion et qu'il n'y a pas de calcul, j'en fais varier juste un à la fois. Parce que, évidemment, ça serait impossible sinon. Fait qu'exemple, si je vous dis que la pression osmotique du liquide interstitiel augmente, quand c'est pression osmotique, vous pensez à osmose. Donc, l'eau va vers le plus concentré. Dans ce cas-ci, si la pO du liquide interstitiel augmente, ça veut dire que c'est plus concentré à l'extérieur par rapport au sang. Bien, l'eau va vers le plus concentré, ça favorise une sortie de liquide. C'est pour ça que je dis ici que la pression osmotique du liquide interstitiel favorise la filtration. Plus que la pression osmotique du liquide interstitiel va être forte, plus le liquide va sortir rapidement. Donc, la concentration du liquide interstitiel attire l'eau par osmose, si elle est plus élevée. En même temps, si je regarde la pression osmotique dans le sang, bien, c'est la même chose. Si la pression osmotique sanguine est plus concentrée, l'eau va vers le plus concentré. Donc, si le sang est plus concentré,
le liquide interstitiel a tendance à aller par osmose vers le plus concentré. Donc, dans ce cas-ci, on entre dans le vaisseau sanguin, ce qu'on appelait la réabsorption. C'est le mouvement de réabsorption, en fait. C'est pour ça qu'ici, je l'ai mis en rouge pour vous dire que ça va avec la réabsorption. Et l'autre logique, ben, c'est pour la pression hydrostatique. Donc, la pression associée à un liquide. La pression hydrostatique va toujours du plus fort vers la pression hydrostatique la plus faible, le volume le plus faible ou la force la plus faible. Donc, dans ce cas-ci, si je regarde la pression hydrostatique sanguine, et si la pH devient plus forte, ici, mettons, j'ai 10 ml, puis là, j'ai 5 ml, bien évidemment, ça favorise une sortie de liquide. Donc, plus que la pression sanguine ou pression hydrostatique sanguine, elle est forte, plus que ça va favoriser la filtration, en d'autres mots, l'expulsion de liquide. Et à l'inverse, si je considère la pression hydrostatique du liquide interstitiel, ici, ça devient très fort, ça favorise l'entrée de liquide, donc la réabsorption. Exemple, si j'ai 50 ml ici, puis 10 à l'intérieur, il y a plus de liquide ici, ça pousse plus fort, on favorise l'entrée. Alors, avec la dernière diapo, ce que je viens de dire, vous devez être à l'aise avec le fait que si je fais varier un seul facteur, et je l'ai fait tantôt en me disant, exemple, je mange des chips, c'est salé, puis la concentration est élevée. Donc, tous les exemples, les cas de figure, mise en situation pathologique que je vais trouver, que vous n'avez jamais entendu parler de votre vie à l'examen, c'est pas grave. L'indice que vous devez garder en tête, c'est que si je vous dis que la pression osmotique sanguine est élevée, elle monte, qu'est-ce que ça fait? Ou si elle diminue aussi, on fera les différentes cas de figure éventuellement, mais si c'est plus concentré, bien, ça favorise une filtration, une réabsorption. Bien, là, c'est une pression osmotique, c'est de l'osmose, l'eau vers le plus concentré. Si je dis, je viens de boire 4 litres d'eau, pression hydrostatique dans le sang augmente parce que j'ai beaucoup de liquide, ou vous branchez une soluté, ou une solution intraveineuse, vous injectez du liquide dans les capillaires, dans les veines en fait, il y a plus de liquide qui rentre dans les capillaires. Bien là, si la pression hydrostatique augmente par rapport au liquide interstitiel, ça favorise une expulsion de liquide, donc une filtration, alors qu'ici, c'était une réabsorption. Donc, j'ai le droit de faire varier un facteur à la fois, puis vous demander l'impact sur la filtration et la réabsorption, et la variation, c'est toujours la même chose. Soit ça monte, soit ça baisse. Ou, ce que je peux vous demander également, c'est d'être capable de calculer la PNF. Donc là, je fais varier les quatre, ce que je vais vous expliquer à la prochaine diapo. OK, donc maintenant, on va appliquer la fameuse formule pour calculer la pression nette de filtration. Donc, tout ce que je vous ai expliqué précédemment, on va le mettre en application. Première des choses, la formule, elle est ici. Celle que j'encadre, c'est celle que je vous suggère d'étudier pour deux raisons. Il y a deux formules, en fait. Vous prenez celle que vous voulez à l'examen. Vous pouvez prendre celle de gauche ou celle de droite. Pour deux raisons, je suggère fortement celle de droite. Dans le manuel, ils vont parler de cette formule-là. Alors moi, la plupart des livres avec lesquels j'ai travaillé, c'est souvent la formule de droite. Mais il y a une petite problématique dans votre manuel. Quand ils sont dans le cardiovasculaire, ils vous l'expliquent sur cette formule-là. Quand vous allez arriver plus tard au chapitre du système urinaire, ils vous l'expliquent avec l'autre formule. Puis là, ça vous mélange parce que vous pensez que c'est deux choses différentes. Puis là, vous inversez les deux formules, puis ça devient extrêmement mélangeant. Donc, moi, je vous suggère d'en apprendre une et de coller à celle-là, puis jamais regarder l'autre, parce que c'est pas rare, quand je vous demande le calcul à l'examen, que j'ai des gens qui inversent, puis que c'est une fusion des deux premières formules, puis ça, c'est plate, parce que c'est simplement un problème de par cœur, qu'on mélange des lettres qui se ressemblent. Donc, comme on va en parler en cardio ou en urinaire, moi, je préfère éliminer celle-là, puis coller à une seule formule, puis oublier l'autre. L'autre argument pourquoi, pédagogiquement, je prends celle de droite, c'est que je trouve qu'elle est plus logique en ce sens que si vous n'êtes pas capable de la prendre par cœur, c'est parfait, vous pouvez la raisonner logiquement. Tout ce que vous avez à savoir, c'est la pression nette de filtration, c'est toujours les forces qui favorisent la filtration, donc celle que je dessinais en vert ici, moins les forces de la réabsorption, c'est votre budget. Et là, maintenant que vous ne vous souvenez plus c'est quoi les lettres, vous pouvez marquer ABC, ça ne me dérange pas. Vous ne vous souvenez plus qui favorise quoi? Bien, vous faites un petit dessin très simple, comme j'ai fait ici avec un vaisseau sanguin, puis du liquide interstitiel. Puis là, vous faites varier vos volumes. Ah, bien, quand la quantité de sang est plus forte qu'à l'extérieur, bien, ça permet de sortir. Si ma concentration est plus forte dans le liquide interstitiel, la pression osmotique est plus forte, l'eau par osmose va être attirée par osmose, ça sort. Donc, vous êtes capable de rétablir la formule, en fait, sans la prendre par cœur.
puis vous pouvez l'apprendre par cœur aussi, c'est vous autres qui choisissez. Maintenant, comment on applique ça? Bien, cette formule-là, tout simplement, vous l'appliquez bêtement. Et la valeur magique, je vous disais qu'il faut que la PNF soit plus grande que 10 mm de mercure. Donc, si c'est plus grand que 10, ça filtre. Vous êtes en bas de 10, ça réabsorbe. Et dans le fond, vous ne le réalisez pas, mais en faisant justement le total des forces qui favorisent la filtration, soustrait, donc la différence, soustrait aux forces totales de la réabsorption, vous estimez mathématiquement toutes les variations possibles. Donc, exemple, la pression hydrostatique augmente dans le sang, elle baisse dans la réabsorption, pardon, dans le liquide interstitiel. La pression osmotique du liquide interstitiel est stable, puis la pression osmotique sanguine augmente. Ça fait quoi au total? Bien, vous additionnez tout ça, vous soustrayez et vous regardez si c'est plus grand que 10 ou non. Et on va faire 2 exemples comme ça pour voir si vous êtes à l'aise à appliquer la formule. Donc, elle est expliquée ici dans votre manuel. Le problème, c'est que c'est pas clair, cette figure-là. Donc, en fait, le problème que vous avez généralement, c'est que les 2 encadrés ici, vous pensez que c'est une situation, mais c'est 2 situations différentes. Pédagogiquement, moi, j'aurais utilisé 2 figures différentes. Donc, il faut comprendre qu'il y a une première situation ici, avec cette extrémité du capillaire qui vous montre que quand je calcule la pression nette de filtration à l'extrémité du sang artériel, on appelle ça l'extrémité artérielle du capillaire, donc celle qui se branche sur l'artériole, bien, ça favorise une filtration, donc une sortie de liquide, parce que la PNF est plus grande que 10. Mais dans le même capillaire, si je refais l'exercice et je vais à l'autre extrémité, ça favorise une réabsorption parce que la PNF va être inférieure à 10. Donc, c'est la formule m'appliquée 2 fois avec des valeurs différentes. C'est pour ça que ça vous mélange. En fait, il y a la situation numéro 1, la situation numéro 2, et donc on applique ça à 2 problèmes différents. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tableau et je vais vous montrer un exemple. En fait, je vais faire la situation 1 et 2 après. Donc, un peu comme un problème. Les autres, ils l'appliquent dans une situation très réelle, dans un capillaire, puis qui vous explique pourquoi que normalement, une personne en santé font des échanges ici au début en filtrant puis en réabsorbant. Mais moi, généralement, j'ai tendance à prendre d'autres situations dans les examens, des pathologies, des problèmes, des mises en situation que je vais trouver. Mais peu importe, la logique est la même. Vous allez toujours résoudre les problèmes de la même façon quand on fait un calcul. Donc, première des choses, il faut se souvenir de la formule. Donc, la formule ici, je vais la marquer parce qu'évidemment, on ne la connaît pas encore, on ne l'a pas étudiée. Donc, pression nette de filtration, je vous disais que c'était les forces de filtration qui favorisent les filtrations, moins les forces qui favorisent la réabsorption. Donc, on se souvient que filtration, c'est l'expulsion de liquide en dehors des capillaires. Réabsorption, c'est le mouvement inverse. Plus concrètement, je vais considérer les 2 forces dans 4 situations. Donc, la première chose que je vais regarder, j'ai 2 forces qui favorisent la filtration. La première, c'est la pression hydrostatique du sang. Donc, si celle-ci monte, ça favorise la filtration. Et je vais l'additionner à la concentration, ou si vous préférez, à la pression osmotique du liquide interstitiel. Donc, si la PO, pression osmotique du liquide interstitiel, augmente, ça favorise aussi la sortie de liquide. Donc, ces 2 forces-là favorisent la filtration. Je vais les additionner, ça va me faire un total ici. Au contraire, les forces qui s'opposent à l'expulsion du liquide à l'extérieur des capillaires, donc la réabsorption, c'est plutôt la pression hydrostatique du liquide interstitiel et la pression osmotique sanguine aussi. Donc, si la pression osmotique du sang, concentration du sang augmente, ça favorise un rappel de l'eau vers les capillaires. Le chiffre magique, 10 mm de mercure. Donc, si je suis en haut de 10 mm de mercure, donc si la PNF est plus forte, ça filtre. Si c'est en bas de 10, ça réabsorbe. Donc, comment je m'exprime dans les exercices, les examens? Bien, je vous dirais, exemple, Stéphane, un patient, une personne X a tel problème. Ça fait une pression osmotique plus élevée que la normale de tel chiffre. Donc, vous n'avez pas à prendre les valeurs normales puis comparer. Je vais toujours vous donner des chiffres, puis vous avez juste à brancher les chiffres. Fait qu'exemple, dans le problème, si je vous dis que la pression osmotique sanguine est de 26, la pression osmotique du liquide interstitiel est de 5, que la pression hydrostatique, qu'est-ce qui me manque? La pression hydrostatique du liquide interstitiel est de 0. Je vais reprendre les valeurs de votre manuel, en fait. Et si la pression hydrostatique
du sang est environ de 35 mm de mercure. Hein, c'est toujours en millimètres de mercure ici parce que c'est une unité de pression là, pour chaque chiffre. Bon, ben, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de brancher les chiffres au bon endroit. Donc, dans ma parenthèse ici, je vais mettre les forces qui favorisent la filtration. Donc, la pression hydrostatique sanguine, je viens voir dans mon problème ici, elle est de 35. Donc, 35. Ensuite, je viens voir la pression hydrostatique, pression osmotique du liquide interstitiel. Je viens voir dans le problème, on vous dit que c'est 5 mm de mercure, parfait. Je soustrais les forces de la filtration aux forces de la réabsorption. Dans ce cas-ci, la pression hydrostatique du liquide interstitiel a une valeur de 0, il n'y en a pas. Et la concentration, donc la pression associée à la concentration dans le sang, est de 26 mm de mercure, donc la POS. Voilà. J'additionne 35 plus. Donc, évidemment, si vous ne vous souvenez pas de votre primaire secondaire, il y a une priorité hein, de parenthèses. C'est pour ça que j'ai mis les parenthèses. Pour ne pas faire d'erreur de calcul, si je vois ça de temps en temps aussi, on commence toujours par les parenthèses. Ensuite, on fait la soustraction. Donc, dans ce cas-ci, 35 plus 5, ça fait 40. Je vais régler la deuxième parenthèse, 26. 40 moins 26, ça fait quoi? Une PNF totale, donc pression nette de filtration, comme le budget que je parlais tantôt, de 14 mm de mercure. Maintenant, la question, est-ce que ça réabsorbe ou si ça filtre? Donc, je vais comparer avec ma valeur de base de 10. Si la PNF est 10 et plus, ça filtre. Donc, comme 14 est plus grand que 10, ici, c'est une filtration. Littéralement, ce que vous venez de faire par ce petit calcul mathématique, c'est de comprendre les deux forces, mais de part et d'autre, donc à l'intérieur du vaisseau sanguin versus dans le liquide interstitiel. Et le bilan net, pression nette de filtration, fait en sorte que le sang dans le capillaire va sortir vers les tissus. Donc, on va aller alimenter comme ça. Le plasma quitte, filtre vers les tissus. Donc, vous venez de résoudre le premier problème. Le deuxième, on fait varier les chiffres dans le capillaire. C'est en fait essentiellement les mêmes chiffres dans la deuxième situation. Seulement, en fait, les trois forces restables chez une personne en santé dans la plupart des capillaires, c'est la pression hydrostatique sanguine qui va baisser un petit peu vers l'autre extrémité du capillaire. On va tomber à 16. Donc, le calcul est similaire, mais ce qu'on voulait vous faire réaliser dans la figure précédente, c'est pourquoi qu'on filtre ou on réabsorbe dans le même capillaire, c'est que la force hydrostatique n'est pas équivalente tout au long du capillaire. Je reviens avec l'exemple de la balle de baseball. Plus que vous éloignez du lanceur, plus que cette balle va perdre de la force. Mais c'est la même chose pour la pression hydrostatique sanguine. Plus que le sang s'éloigne du cœur, je vous disais déjà que la pression va être plus faible. Donc, la pression hydrostatique, plus je m'éloigne dans le capillaire, il y a déjà une petite variation qui va se faire. Plus que je m'éloigne dans le capillaire, plus qu'elle est faible. Donc, au lieu d'avoir 35 au début du capillaire, bien, quand je me ramasse à l'autre extrémité, plus loin, bien, la pression commence à être un peu plus faible. Puis dans les veines, ça va être encore pire. Donc, c'est pour ça que je passe de 35 à 16. Et ce qu'on voulait faire réaliser, bien, comme la pression hydrostatique diminue à l'autre extrémité du capillaire, on ne filtre plus, on réabsorbe. Puis là, vous dites, mais pourquoi? Bien, tout simplement, si j'applique le calcul, c'est toutes les mêmes forces dans cette situation-là qui ne bougent pas, sauf cette pression-là qui a diminué. On refait le calcul. Bien là, évidemment, 16 plus 5, ça ne donnera plus 40 comme tantôt. Ça va faire quoi? Ça fait évidemment, pardon pour la technique, donc ça fait évidemment 21. Et là, si je soustrais 21 moins le 26 ici de réabsorption, parce que ça ne bouge pas, la pression nette n'est plus de 14. 21 moins 26, et vous respectez l'ordre. Des fois, j'ai des gens qui me marquent 5, c'est faux. C'est 21 moins 26, c'est moins 5 la réponse. Et moins 5, c'est une pression nette de filtration qui est très faible. Comme je suis inférieur à 10, ça favorise au contraire la réabsorption. Donc, à l'examen, je peux vous mettre n'importe quel chiffre. Ça n'a pas d'importance, je ne prends pas des chiffres réels tout le temps. Ça va être des chiffres associés à différentes maladies et tout ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est rien. C'est la même logique. Deux éléments à savoir, votre chiffre et la formule. Vous appliquez, puis ensuite, vous faites votre conclusion. Maintenant, les deux situations que je viens de faire, si je fais un retour en arrière, c'est ce qu'on voulait vous expliquer dans le livre. La situation 1, dans le capillaire branché sur l'artériole ici, on arrivait comme on l'a fait par exercice à 14. Donc, c'est pour ça qu'ici, le sang riche en oxygène favorise la diffusion d'eau, de liquide, de plasma, mais aussi d'oxygène, de nutriments qui sont solubilisés dans le liquide. Et tout, exemple, le glucose qui flotte dans le plasma ici, qui est solubilisé, bien, va suivre le mouvement d'eau. Et il y a un mouvement d'eau vers le liquide interstitiel et les cellules dans le tissu ici.
Donc, ce lit capillaire au début du capillaire favorise l'expulsion de liquide, tout simplement parce que la pression nette de filtration est en haut de 10. Et quand j'arrive ici, la pression nette de filtration est à moins 5. Deuxième calcul. C'est pour ça que là, comme je suis en bas de 5, c'est trop faible, je suis en bas de 10. La force totale est trop faible, le liquide revient vers le capillaire. Et là, vous dites, mais oui, mais c'est le même capillaire et on a les deux échanges. Et oui, la vie est bien faite parce que je veux donner des nutriments ici aux cellules, puis à la fin, je veux récupérer les déchets avant de rentrer dans la circulation veineuse. Et c'est juste un jeu de pression, tout simplement, qui fait en sorte que les échanges se font dans le bon sens. La seule pression qui a varié, c'est la pression hydrostatique du sang, qui est à 35 versus 16. Tous les autres ne bougent pas. Donc ça, c'est une situation normale. Et pour comprendre, ben, c'est parce qu'évidemment, c'est ma balle de baseball que j'ai expliqué à plusieurs reprises. Ici, la pression hydrostatique, elle est toujours plus forte, ici, qu'à la section ici. Plus que je vais m'éloigner, plus qu'elle affaiblit. Exemple, je donne des chiffres. Ici, elle est peut-être à 43, 40 ici, 35, 20, puis là, je me ramasse à 16, puis quand je vais arriver dans les veines, ça va être quoi? 10, 8, 0, 24, on est rendu à 0. Donc, plus que je vais déplacer la circulation sanguine, plus que la force, la pression artérielle ou hydrostatique du sang va être plus faible. Et cette petite variation de quelques millimètres de mercure est suffisante pour complètement changer l'orientation de la circulation sanguine. C'est ce qu'on voulait vous faire comprendre ici par le calcul. Mais évidemment, je veux que vous soyez à l'aise à calculer dans n'importe quelle situation. Parce que ce qu'on ne vous dit pas dans le manuel que moi je vous rajoute, c'est que ces situations-là vont varier et vous, peut-être certains d'entre vous commencent à envisager à quel point ça peut être problématique, des problèmes de concentration, d'osmose, du fait qu'il y a des gens qui ont des débalancements alimentaires, qui prennent des diètes sévères, exemple, puis là, on débalance les concentrations. Alors, on pourrait faire des mouvements inverses. Quelqu'un qui a des troubles cardiovasculaires, qui fait de l'hypotension ou de l'hypertension, donc la pression artérielle qui est très forte ou très faible, ça vient affecter la PHS ici. Alors, si la PHS est à 35 ici, puis vous avez de l'hypertension, puis exemple, au lieu de 35, je suis à 300 ici, puis là, je monte à 200 ici, oui, ça diminue, mais ma PNF est encore en haut de 10, fait qu'au lieu de réabsorber, je filtre encore, je ne récupère plus les déchets, c'est problématique. Il va y avoir des problèmes médicaux associés à ça. Donc, là, c'est la base aujourd'hui, mais au fur et à mesure que vous allez fonctionner, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de situations de la vie courante ou pathologiques parfois qui vont déstabiliser, faire varier ces différentes forces-là. Il ne faut pas penser que la pression du liquide interstitiel en termes de concentration, pression osmotique, est toujours à 0. Ça se peut qu'il y ait une accumulation de molécules ici pour X raison. Ça va débalancer l'osmose, puis on pourrait aller en sens inverse. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut toujours filtrer au début et réabsorber. Mais ça peut arriver qu'on fait juste réabsorber les déchets et on n'est plus capable d'envoyer du glucose dans les cellules, ce qui est problématique aussi. Donc, c'est toute cette logique-là qui rentre en ligne de compte. Maintenant, pour résumer tout ça, parce que là, on dirait qu'il y a beaucoup de choses. Donc, premièrement, je vous rassure, ça a l'air très compliqué ce que je viens de faire quand vous l'entendez pour la première fois, mais quand vous allez arrêter la capsule et pratiquer ça, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et la bonne nouvelle, c'est que dans tout ce que j'ai dit, il y a juste deux sortes de questions d'examen que je peux vous poser. J'ai beau inventer plein de problèmes et essayer de complexifier mes examens et tout, ça revient toujours à deux choses. Soit que c'est une application de formule comme je viens de vous le montrer, donc soyez à l'aise avec la formule et appliquer les chiffres comme je viens de le faire. C'est relativement simple, d'habitude vous êtes bon avec ça. Et l'autre question que je n'ai pas beaucoup abordée, mais on le fera dans des exercices et tout, je l'ai fait un petit peu dans mes explications, mais c'est de faire varier les forces. Et là, quand je fais varier les forces, je peux en faire varier juste une. Je peux faire un exemple, je vous dis, sans calculer, sans chiffres, si je fais augmenter la pression osmotique du sang, est-ce que ça filtre ou ça réabsorbe? Donc là, par comparaison, on va dire, si elle augmente, c'est plus concentré dans le sang, l'eau revient vers le sang, ça réabsorbe. Si la concentration est plus élevée à l'extérieur, ben, ça s'en va par osmose à l'extérieur. Donc, je peux faire ça avec les pressions hydrostatiques ou osmotiques. Je l'ai fait un petit peu en explication, je le referai à un moment donné en exercice, mais la bonne nouvelle, c'est que juste, vous savez tous les exercices déjà, parce qu'il y a juste 4 cas de figure. Soit que j'ai fait monter, soit que je les diminue. Donc, en fait, il y a 8 cas de figure. J'augmente la PHS ou je la diminue. Qu'est-ce que ça fait? J'augmente la pH du liquide interstitiel ou je la diminue. Qu'est-ce que ça fait? J'augmente la POS ou je la diminue. Qu'est-ce que ça fait? Et j'augmente ou je diminue la pression osmotique du liquide interstitiel. Qu'est-ce que ça fait? C'est donc la logique, un petit peu comme je vous l'ai expliqué tantôt. Vous faites un dessin, puis vous vous souvenez de vos deux lois. La loi d'osmose, l'eau du plus concentré vers le moins. Et
La pression hydrostatique, le plus gros volume, la plus grosse force l'emporte sur la plus faible. Et vous l'appliquez tout simplement en disant laquelle qui est la plus forte, tout simplement. Donc, si je pose ce deuxième type de question, généralement, en fait, pas généralement, toujours, je vais faire varier un seul paramètre. Et si je fais varier les 4 paramètres, là, je vous donne des chiffres et vous l'appliquez sur la formule. En fait, pour terminer cette capsule-là, je devrais vous parler du liquide interstitiel, mais juste pour illustrer peut-être ce que je viens de dire pour le deuxième type de problème, je vais quand même faire les exercices. Et si les gens, en fait, je ne voulais pas le faire pour ne pas alourdir la capsule, mais donc ce que vous pouvez faire, si vous comprenez très bien, vous n'êtes pas obligé de regarder ce que je fais au tableau, puis faire le fast-forward, passer à l'autre section. Mais pour ceux qui veulent être sûrs, le deuxième type de problème, je vous en demande quelques-uns. Okay? Puis si vous êtes capable de résoudre ça, on est correct. Généralement, vous êtes bon avec les augmentations, c'est les diminutions que je mélange. Donc, je vais faire des petits exercices tout de suite. Première question que je vous ai demandé, appliquez la formule, vous êtes bon, vous êtes capable. Maintenant, la deuxième sorte de question que je vous demande, exemple, si je vous invente un problème quelconque et je vous dis que la pression osmotique du sang augmente, est-ce que ça favorise la filtration ou la réabsorption? Je vous donne toujours le même truc. Ça a l'air stupide. Faites-vous toujours un petit dessin de 2 secondes dans la marge de votre examen, si c'est papier ou sur un petit papier quand vous faites l'examen en ligne. Quand vous faites un dessin, ça devient très simple. Et vous comparez, quand je pose un problème comme ça, toujours la force équivalente. Ce que je veux dire, si c'est un problème de pression osmotique, je regarde avec l'autre pression osmotique, mais je ne vais pas la comparer avec la pression hydrostatique. Soit je fais varier la pression osmotique, soit je fais varier la pression hydrostatique, mais je ne mélangerai jamais les deux pour ce type de question-là. Si je mélange les deux, il faut faire la formule. Okay? Donc, c'est l'autre type de question. Si je vous dis ici que la pression osmotique augmente, donc je vais comparer la POS dans le sang versus la pression osmotique du liquide interstitiel. Favorise quoi? Donnez-vous des chiffres, tout simplement. Et partez toujours du fait que votre pression osmotique ou votre pression hydrostatique est équivalente au début, même si ce n'est pas vrai. Donc, mettons dans une situation que les deux sont corrects, 0.9, 0.9, il n'y a pas de déplacement de liquide. Dans mon problème, je vous dis, OK, j'augmente la pression osmotique du sang. Donc, dans ce cas-ci, vous venez au paramètre dans mon dessin ici, et au lieu de 0.9, comme je dis que ça l'augmente, je vais grossir le chiffre, mettons 3%. Comme 0.9, c'est plus petit que 0.3, là, je suis en osmose, pression osmotique, l'eau va vers le plus concentré, donc évidemment, il faut se souvenir de ça par cœur. Donc, je suis désolé, petit problème technique. On repart ça très rapidement. Je vous disais, on augmente la pression osmotique. Donnez-vous des chiffres. 0.9 à l'extérieur pour la pression osmotique du liquide interstitiel. 0.9 à l'intérieur ici. Et là, on augmente la pression osmotique du sang. Donc, je donne un chiffre plus gros. L'osmose, l'eau va vers le plus concentré. Je vous dis que c'est de l'osmose parce que je parle de pression osmotique ici. Lequel est le plus gros? 2, c'est plus gros que 0.9, donc c'est plus concentré. Par osmose, l'augmentation de la pression osmotique sanguine fait en sorte qu'on favorise la récupération du liquide interstitiel vers le plasma. Donc, dans ce cas-ci, on favorise la réabsorption. Parfait. Des fois, c'est plus difficile quand je vous dis diminue. Donc, j'en fais un autre. Je ne ferai pas les 8 cas de figure, ça revient toujours au même. Mais juste pour voir si vous êtes bon, avec 3-4 exercices, si vous maîtrisez les 4, les plus difficiles comme les plus faciles, ben, après, ça reste toujours la même chose. Donc, toujours avec un dessin, maintenant, je vous dis, je diminue la pression osmotique du liquide interstitiel, diminue. Est-ce que ça favorise la réabsorption comme on vient de faire ou la filtration? Encore une fois, vous donnez des chiffres. Des fois, vous la prenez par cœur, puis là, vous mélangez à l'examen. C'est très, très fréquent. Mais ceux qui dessinent et qui réfléchissent, vous ne trompez jamais. Puis même quand vous êtes bon, je vous dis de le faire parce que souvent, vous êtes stressé, puis là, vous mélangez, puis vous trouvez ça trop facile, vous mélangez. Donc, prenez 2 secondes pour le faire, c'est simple. Je pars toujours des valeurs équivalentes, 0.9, 0.9. Et là, dans mon problème, je vous dis, OK, mais là, c'est la pression osmotique du liquide interstitiel qui baisse. Donc, ça baisse, vous mettez un chiffre plus petit. Et au lieu de 0.9, ben, je mets un chiffre inférieur à la normale, donc exemple 0.2. Et là, je regarde 0.9, 0.2, lequel est plus concentré parce que c'est une pression osmotique. 0.9, c'est plus gros. L'eau entre parce qu'on va vers le plus concentré. 0.2 va vers le 0.9. Donc, encore une fois, c'est une réabsorption. Donc, les deux exemples que j'ai fait exprès, pas pour vous mélanger, mais pour vous faire réaliser
que le fait d'augmenter la pression osmotique sanguine ou de diminuer la pression osmotique du liquide interstitiel, les deux favorisent la réabsorption. C'est deux situations qui font que, en comparant mes deux valeurs, la pression osmotique sanguine devient plus concentrée, donc on favorise la réabsorption, le déplacement d'eau vers les vaisseaux sanguins. Ça, c'est pour réaliser, donc, réfléchir, avec l'osmose, les pressions osmotiques. Si je fais varier les pressions hydrostatiques, là, c'est plus de l'osmose. Tout ce que tu as à savoir, c'est que la pression la plus forte, en termes de pression hydrostatique, l'emporte sur la plus faible. Mais c'est le même dessin. C'est juste une loi différente qu'il ne faut pas mélanger avec l'autre. Donc, l'un, c'est un problème de concentration, l'autre, c'est un problème de volume. Si je dis que la pression hydrostatique du liquide interstitiel ici versus la pression hydrostatique du sang, je vais les comparer. Et là, dans mon problème, je demande, OK, vous venez de... La personne est déshydratée et j'ai une diminution de pression hydrostatique sanguine. Qu'est-ce qui se passe? Si je diminue la pression hydrostatique sanguine, on se donne des chiffres. Exemple, si j'ai un 15 ml de volume ici, qui exerce une certaine pression en millimètres de mercure, je donne le chiffre équivalent, 15 ml. Les deux pressions sont équivalentes, parfait, même volume, même pression. Maintenant, si je dis qu'elle baisse la pression hydrostatique sanguine parce que la personne est déshydratée et elle manque de liquide, une légère déshydratation, la concentration reste belle, ça arrive, mais il y a un peu moins de volume, un peu moins de liquide, ou elle a sauté 2 repas parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas bu. Qu'est-ce qui arrive? J'ai moins de liquide. Je suis déshydraté. Si j'ai moins de liquide, j'ai 5 ml ici. Alors là, le plus fort l'emporte sur le plus faible. 15, c'est plus gros que 5. Ça favorise une fuite de liquide vers le liquide interstitiel. Donc, dans ce cas-ci, il y a infiltration de liquide dans les tissus. Oh, pardon, je suis parti à l'envers. J'écris mal. Là, c'est 15 ou 5. On va faire ça tranquille. Là, je suis vraiment désolé, vous écoutez bien, parce que je suis parti à l'envers. 15, c'est-tu plus gros que 5? Oui. Moi, j'ai dit l'inverse, 5 plus gros que 15, c'était pas très fort. Donc, on répète ça clairement. 15 exerce une certaine pression et 5 une autre pression. Est-ce qu'on s'entend que 15, c'est plus gros que 5? Oui. Et comme le plus fort l'emporte, qu'est-ce qui arrive? La pression hydrostatique du liquide interstitiel devient plus forte que la pression hydrostatique sanguine, parce qu'elle diminue, c'est mon problème initial. Donc, ça favorise une rentrée de liquide, ça favorise une réabsorption. J'en fais un autre. Si vous êtes bon avec le troisième, ça va faire 4, ça va être suffisant. Si je vous ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant? Si j'augmente, au contraire d'être déshydraté, vous injectez une solution intraveineuse, donc plus de liquide dans le réseau sanguin, et la pression hydrostatique sanguine augmente. Donc, on part toujours d'un point de comparaison neutre. Exemple, j'ai 10 ml ici, 10 ml à l'intérieur pour la pression hydrostatique sanguine. Pression hydrostatique du liquide interstitiel égale à PHS. Là, je vous dis dans mon problème qu'on augmente la PHS. Donc, pour comprendre, il y a plus de liquide, la pression va augmenter. J'ai un plus grand volume. Exemple, j'ai 30 ml ici qui passent. 30, c'est plus gros que 10. La pression hydrostatique sanguine est plus forte que la pression hydrostatique du liquide interstitiel. Selon ma loi, la pression la plus forte l'emporte sur la plus faible. Donc, ce volume plus important, associé à une pression plus forte, va faire en sorte qu'on va faire fuir le liquide, ce qui est une filtration ici. Donc, en résumé, les deux types de problèmes que je vous demande, je fais varier les 4 forces, application de la formule, vous êtes très bon. Ou vous êtes plus faible, c'est ce que je viens de faire. Donc là, il faut faire attention. Vous faites varier un ou l'autre des facteurs, un seul à la fois, à la hausse ou à la baisse, et êtes-vous capable de me dire que ça augmente ou ça baisse? J'ai fait 4 cas de figure, mais si vous êtes insécure, je vous suggère de faire les 8. C'est sûr que je mets un ou deux problèmes là-dessus. Il faut que je pige dans les 8. Il n'y a pas d'autres variations possibles. La pression osmotique sanguine augmente ou abaisse, puis la pression osmotique du liquide interstitiel augmente ou abaisse. C'est la même chose pour les deux pressions hydrostatiques, qu'elles soient sanguines ou liquide interstitiel. Faites varier un à chaque... Faites les 8 cas de figure, puis regardez ça, et il n'y a pas d'autre choix possible. Okay? Donc, soyez à l'aise pour me dire également si ça filtre ou ça réabsorbe lorsque je fais varier un seul élément et vous n'avez pas de chiffre. Donc là, il n'y a pas de formule pour vous aider, c'est simplement de la réflexion. Si vous le faites avec le dessin, ça devient plus simple.
Je termine avec le dernier concept, le système lymphatique, un système que vous ne voyez pas beaucoup dans mon cours, que je vais mentionner rapidement, mais que vous devriez étudier plus en détail avec votre prof de microbiologie. Donc, le dessin ici illustre un élément supplémentaire que je n'ai pas parlé encore, qu'on ne vous parle jamais, même pas en bio 1. Vous avez le système artériel, le système veineux, les capillaires qu'on voit ici en rouge, mauve, bleu. Là. Donc ça va. Mais là, on a ajouté un élément qui complexifie un peu le dessin avec les structures en verre, qui sont des vaisseaux aussi. On ne les dessine jamais pour alléger les dessins, mais il faut comprendre qu'il y a un autre type de vaisseau que je n'ai pas parlé encore, qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Ou les capillaires lymphatiques, c'est la même chose. Donc, quand je dessine un dessin de ce type-ci, puis je fais des capillaires sanguins, puis après, je dessine le liquide interstitiel avec les cellules d'un organe dans les tissus. C'est parfait. Ce qu'on vous dit jamais, en fait, c'est que le liquide interstitiel, oui, c'est le liquide dans lequel les cellules baignent, mais en même temps, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des vaisseaux pour transporter ce liquide interstitiel. Donc, ici, j'ai du plasma au niveau du sang, puis le liquide interstitiel dans les tissus. Et ce que je fais en bleu, c'est comme des vaisseaux microscopiques encore plus simples et une constitution plus simplifiée encore que les capillaires microscopiques. Donc, les capillaires lymphatiques, c'est des vaisseaux microscopiques aussi qui vont drainer le liquide interstitiel. Donc, le surplus de liquide interstitiel peut entrer comme ça dans les vaisseaux lymphatiques. Et ces vaisseaux lymphatiques ou ces capillaires lymphatiques constituent un réseau de circulation, mais complètement différent, indépendant généralement des vaisseaux sanguins. Il n'y a pas de globules rouges là-dedans. C'est de la lymphe, en fait, qui est un liquide qui ressemble beaucoup au plasma ou au liquide interstitiel. La composition change un petit peu. Et beaucoup moins de nutriments également qui va circuler. Et c'est surtout pour drainer le surplus de liquide interstitiel qu'on va renvoyer éventuellement dans la circulation sanguine. Donc, il y a deux endroits très particuliers dans votre corps où on déverse le liquide interstitiel ou la lymphe, si vous voulez, dans les vaisseaux sanguins. Je vais vous en parler bientôt. Ce qui est particulier, il n'y a pas de globules rouges, donc pas de transport d'oxygène ou de CO2, mais par contre, on va pouvoir faire circuler des lymphocytes ou certains leucocytes, globules blancs. Donc, le système de défense, le système immunitaire utilise beaucoup le système lymphatique pour déplacer comme ça des éléments du système immunitaire aux différents endroits de votre corps qui pourraient être infectés ou abîmés, exemple. Donc, ce que je viens de dire là, c'est pas mal ici, le résumé de la diapo, en fait. Donc, ici, on voit les vaisseaux lymphatiques ou capillaires lymphatiques. Ici, j'ai les cellules, le liquide interstitiel. Donc, la flèche en vert, c'est simplement pour dire qu'on récupère le surplus de liquide interstitiel, donc jusqu'à une certaine capacité. Alors ça, c'est une des fonctions du système lymphatique que je veux que vous gardiez en tête. Parfois, si la circulation, exemple, on vient comprimer, il y a compression des tissus, une bosse, un cancer, de l'inflammation, et on comprime le réseau lymphatique, bien là, c'est plus difficile d'évacuer le liquide interstitiel vers le réseau lymphatique. Et là, le liquide interstitiel stagne, s'accumule, puis là, ça peut être une cause d'œdème. Fait que c'est pas toujours des débalancements osmotiques ou de pression hydrostatique. Ça peut être aussi simplement une circulation lymphatique qui se fait moins bien. Situation de défense, je l'ai dit, il y a des globules blancs. Ça, c'est la deuxième fonction que vous devez savoir. Le système lymphatique permet une circulation très rapide de certains globules blancs. Donc, ça favorise la défense immunitaire, en fait, en cas d'infection, exemple. Et ensuite, donc en plus de récupérer le surplus du liquide interstitiel et du système immunitaire, on peut transporter certaines substances, certains nutriments. Pas le glucose, pas les acides aminés. Généralement, c'est des substances liposolubles, certaines graisses, en fait, plus particulièrement certains acides gras qui ont une structure plus difficile à dissoudre dans le plasma ou qui fonctionnent moins bien dans le plasma. Il n'y a pas de transporteur, des choses comme ça. Donc, il y a certains acides gras qui ont été digérés, qui vont retourner en circulation sanguine, mais il y en a plusieurs qui vont suivre le trajet de la lymphe. Ensuite, il y a également certaines vitamines liposolubles, exemple la vitamine AD, ADEC en fait, hein, ADEK, vous avez des vitamines hydrosolubles comme la vitamine C, exemple, qui se dissout bien dans l'eau.
La vitamine B aussi. Mais les autres vitamines comme AD, AK sont plus difficiles. Donc, on va permettre ce déplacement comme ça de certains nutriments. En fait, les deux fonctions les plus importantes, c'est vraiment de récupérer le surplus de liquide interstitiel et d'évacuer donc ce liquide. Et une fois à l'intérieur du vaisseau lymphatique, on parle de lymphe, mais les noms changent, c'est simplement pour nous dire la localisation. Dans un vaisseau sanguin, on parle de plasma, dans les tissus, on parle de liquide interstitiel, puis dans le réseau lymphatique, on parle de lymphe. Mais c'est toujours un peu de l'eau avec différentes composantes, évidemment. Ensuite, système de défense, on en a parlé, puis récupère quelques molécules qui sont plus difficiles à transporter dans les vaisseaux sanguins. Donc, c'est les trois principales fonctions du système lymphatique. Maintenant, vous vous demandez peut-être à quel endroit on va évacuer ce liquide interstitiel. Donc, ici, on a un schéma qui vous montre l'ensemble du réseau lymphatique. Tous les vaisseaux ici, c'est tous les vaisseaux principaux qui vont drainer comme ça le liquide interstitiel. Et une fois à l'intérieur, je vous parlais de lymphe, c'est parfait. Puis on a aussi un système un peu comme les veines de valvules, comme ça, qui vont emprisonner le liquide pour empêcher le reflux. Évidemment, la pression est nulle. Ces vaisseaux-là ne font pas d'échange comme les capillaires. C'est simplement pour acheminer la lymphe, donc le surplus de liquide interstitiel ou les globules blancs pour vous défendre, vers la circulation sanguine. Aussi, vous allez voir ça en micro, mais il y a comme des petites bosses un peu partout. Ça s'appelle des ganglions lymphatiques. Donc, chaque capillaire lymphatique ou vaisseau lymphatique va éventuellement se connecter sur des ganglions, des espèces de structures circulaires qu'il ne faut pas confondre avec, par exemple, les ganglions spinaux dans le système nerveux, qui est complètement autre chose. Donc, les ganglions lymphatiques, exemple, je pourrais en dessiner un ici, grande structure ronde, et ce vaisseau-là, donc ici, ça devient plus large. Il y a un autre vaisseau lymphatique ou capillaire lymphatique qui se connecte en haut. Mais ici, c'est comme une structure plus large qui va contenir beaucoup de globules blancs, lymphocytes, macrophages, des trucs comme ça, pour vous défendre. C'est donc des sites privilégiés de la défense. Et s'il y a des bactéries qui se faufilent dans le liquide interstitiel, dans les tissus, ils vont être drainés avec le liquide interstitiel. Et quand ça devient de la lymphe, j'ai peut-être des bactéries aussi qui vont circuler comme ça avec le mouvement du liquide. Quand on arrive dans des ganglions, pour moi, c'est un peu comme des postes de contrôle. Et là, les bactéries vont être phagocytées par les macrophages dans les ganglions. En plus, ces globules blancs-là pourront être retournés en circulation lymphatique pour se déplacer dans l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'il y a un grand rôle au niveau du système de défense. Et la question que j'ai posée tantôt, que je n'ai pas répondu, et je termine la capsule avec celle-ci, bon, c'est beau, là, la lymphe se promène un peu partout, mais il faut évacuer ça. Et il y a juste 2 portes de sortie. Et ces portes de sortie ne doivent pas être bloquées parce que là, la circulation lymphatique serait complètement bloquée. C'est l'encadré en rouge ici qui fait un agrandissement. Donc, l'ensemble des vaisseaux lymphatiques va, si vous êtes du côté droit, va se déverser ici au niveau de la veine subclavière droite. Donc, il y a un gros conduit lymphatique qui va récupérer l'ensemble des capillaires lymphatiques si vous êtes du côté droit. Et on le voit ici, là, avec ce qui est vert foncé, c'est ce qui est drainé par le côté droit. Donc, le bras droit, épaule droite, région de la poitrine droite ici, et le côté droit de la tête va se déverser par le conduit lymphatique. C'est un peu comme la veine cave qui récupère tous les veines. Le conduit lymphatique droit récupère tout le contenu des vaisseaux lymphatiques dans la région en vert foncé ici, généralement côté droit, partie supérieure du corps. Et ce contenu s'en va dans la veine subclavière droite. Donc, la lymphe se mélange dans cette veine-là et retourne en circulation sanguine. Éventuellement, les reins vont filtrer le sang et il y a une partie de cette lymphe-là qui va être évacuée dans l'urine. Si vous êtes du côté gauche, ce n'est pas le même conduit, c'est le conduit thoracique. C'est aussi un conduit qui va lymphatique, qui récupère tous les vaisseaux lymphatiques. Sauf que là, on est du côté gauche pour la partie supérieure du corps, tête, bras, thorax. Mais tout le reste du corps, droit et gauche aussi, donc partie plus inférieure. Région abdominale et les jambes, région génitale. Donc, tout le reste du corps qui est en vert pâle ici va être déversé du côté gauche. Donc, le conduit thoracique se déverse également dans la veine subclavière, mais gauche. Donc, les 2 veines essentielles à retenir ici, c'est la subclavière droite et gauche. C'est les 2 seuls endroits qui connectent avec le réseau lymphatique. Et les subclavières, c'est en fait des veines qui passent sous votre clavicule, donc que ce soit la droite ou la gauche. Et évidemment, dans ces veines-là, subclavière droite et gauche, il y a du sang pauvre en oxygène avec du CO2, mais on va mêler également la lymphe, justement.
Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, après, on tombe dans la veine cave, on s'en va dans le cœur. Et quand on vient du côté gauche, on sort par la aorte, éventuellement, ça va retourner vers les reins, qui filtreront ce sang et vont évacuer la lymphe vers l'urine, évidemment. Si les deux veines subclavières sont bloquées, c'est très problématique parce qu'on n'est plus capable d'évacuer la lymphe dans le réseau vasculaire. Donc là, tout deviendra engorgé et le réseau lymphatique, en fait, la circulation arrêterait tout simplement. Ce serait une situation où la pression hydrostatique dans le réseau lymphatique deviendrait tellement forte qu'on favoriserait une expulsion de liquide dans les tissus. Ça pourrait être une cause d'édème généralisé, en fait. Donc, voilà, ça termine la capsule. Alors, je vous demande de bien réviser ce qu'on a fait. Je suis conscient que c'est peut-être pas trop évident pour certains d'entre vous. Donc, vous étudiez en tête reposée et si ça accroche, ne vous gênez pas. Comme d'habitude, vous communiquez avec moi. Et la prochaine capsule, la dernière avant l'examen, va être sur tous les mots dynamistes. Donc là, ça va être plus de la compréhension, de la logique. Et quand j'aurai terminé, je vous enverrai un petit exercice de mise en situation sur l'ensemble de cette matière pour voir si vous comprenez bien. Et si la prochaine capsule, réservez-vous du temps d'étude, en ce sens où ça va vous demander un effort accru d'étude. Donc, ceux qui sont un peu à la dernière minute, là, ça ne serait pas la bonne idée. Ça va être de faire ça au fur et à mesure pour bien comprendre et assimiler cette matière. Alors, je vous souhaite une bonne étude. On se revoit pour la dernière capsule sur le cardiovasculaire très bientôt. Donc, à bientôt tout le monde.